Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce tout premier webinaire que nous organisons. D'un format court et interactif, nous allons développer ce genre d'événements pendant lesquels vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos invités via l'outil questions et réponses qui se trouvant en bas de votre écran. Différents sujets pourront être abordés, soit liés à l'activité, soit sur d'autres thèmes nous paraissant importants, ou vous paraissant importants à traiter. Alors n'hésitez pas à nous communiquer vos demandes à la suite de ce webinaire. J'espère que nous n'aurons pas de soucis techniques. Si jamais cela arrivait, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour nous le signaler, afin que notre support puisse éventuellement vous contacter pour trouver une solution. Ce premier webinaire a pour objet les difficultés de santé et le retour à l'emploi. Qui, un jour, n'a pas eu à traiter le cas d'un salarié présentant une restriction d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail? Tous les ans, ce sont plus de 9000 restrictions d'aptitude ou d'inaptitude qui sont prononcées chaque année. Usure professionnelle, due au rythme de travail, à l'organisation du travail, au management, mais également suite à des accidents du travail, maladies professionnelles ou accidents de la vie courante. Comment y faire face? Vers qui se tourner pour être accompagné dans cette jungle? Pour nous aider à y voir plus clair et répondre à vos questions, nous accueillons Christelle Garcia, responsable du service social, conseil et maintien dans l'emploi au sein d'Objectif Santé Travail, et Maggie Tail, conseillère en prévention de la désinsertion professionnelle au service employeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous. Avant de commencer et faciliter la visualisation du support et de nos invités, je vais tout d'abord couper ma caméra. J'aurai une toute première question qui sera en fait pour Christelle. Christelle, pourquoi prévenir les difficultés en santé-travail? Eh bien, j'y verrai 4 raisons principalement. Parce qu'une jurisprudence est de plus en plus exigeante en ce qui concerne l'obligation de sécurité de résultats à charge de l'employeur, au niveau du respect des procédures aussi, que ce soit en termes de recherche de reclassement ou au niveau des respects des préconisations du médecin du travail. Une jurisprudence de plus en plus exigeante aussi en ce qui concerne la non-discrimination liée à l'état de santé. La seconde raison que nous pourrions voir dans la prévention des difficultés santé-travail est le fait que les chances de reprise d'activité se réduisent à mesure qu'un arrêt se prolonge. En effet, les chiffres de l'assurance maladie et les statistiques nous montrent que le risque de désinsertion professionnelle augmente après 1 mois d'arrêt de travail. D'ailleurs, on a des chiffres, parce qu'il y a eu le 12e baromètre Candar TNS qui est sorti, qui dit que 41% des salariés absents en 2019 se sont absentés plus d'une fois. Et parmi ces gens-là, 19% se sont réabsentés en raison d'une mauvaise réintégration. D'où l'importance véritablement de préparer en fait cette reprise. Tout à fait, puisqu'une reprise anticipée et préparée pendant un arrêt de travail permet de diminuer la durée d'arrêt de travail par redynamisation précoce du salarié et par la recherche de solutions adaptées et donc la recherche de possibilités de retour à l'emploi dès l'arrêt de travail. Pour ça, il y a un outil qui est performant, c'est la visite de pré-reprise. Visite de pré-reprise qui est une visite à la demande du salarié, de son médecin traitant ou du médecin conseil de l'assurance maladie. C'est une visite qui se passe pendant l'arrêt de travail auprès du médecin du travail et le but, c'est qu'elle soit confidentielle s'il y a encore des éléments de santé qui ne permettent pas justement de pouvoir faire des recommandations à destination de l'employeur et du médecin conseil pour préparer le retour à l'emploi. Ou alors la visite de pré-reprise peut être officielle, c'est-à-dire qu'elle va donner lieu à des recommandations écrites du médecin du travail, sauf opposition du salarié. Ces recommandations peuvent être des recommandations de reclassement, de formation, d'aménagement de poste, et cela va donc permettre de pouvoir initier un travail donc, dès l'arrêt entre le service de santé au travail, le salarié et son employeur pour réfléchir à la recherche de solutions adaptées en mobilisant, si nécessaire, des aides, des acteurs dont nous discuterons par la suite du webinaire. Très bien. La dernière... Excuse-moi.
La dernière raison qu'on pourrait voir à la prévention des difficultés santé-travail est le fait que les prévenir permet notamment d'améliorer les conditions de travail, d'assurer la santé et la sécurité des salariés et de l'entreprise. Ça permet aussi de répondre aux obligations réglementaires en matière de sécurité, de prévenir les rechutes, les accidents du travail et ou les maladies professionnelles. Ça peut permettre aussi de diminuer le risque d'inaptitude ou de licenciement, éviter ainsi des contentieux entre salariés et employeurs. Ça peut permettre de réduire les coûts et les conséquences liées à l'absentéisme, préserver ainsi les compétences et améliorer le climat social et donc l'image de l'entreprise. Très bien, merci Christelle. Alors, j'ai une petite question à poser à nos participants, s'ils le souhaitent. C'est concernant la visite de pré-reprise. Avez-vous déjà communiqué auprès de vos salariés la possibilité d'avoir à leur initiative une visite de pré-reprise avec le médecin du travail? Et il va y avoir un petit questionnaire qui va s'afficher sur votre écran. Je vous invite à y répondre et nous verrons le résultat un petit peu plus tard. Pour l'instant, nous allons donc continuer ce webinaire, cette présentation. Et j'aurais comment on peut, Christelle, faire en sorte d'éviter qu'il y ait des difficultés en santé-travail? Alors, comment les prévenir, ces difficultés santé-travail? Eh bien, tout d'abord, la porte d'entrée, je dirais, c'est vraiment la prévention primaire. Il y a 3 types de prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention primaire va viser à repérer et diminuer le risque avant l'apparition éventuelle de conséquences sur la santé. On est vraiment sur de l'intervention avant que la maladie ne survienne. Donc, le but, c'est d'éviter la survenue de toute pathologie. Cette prévention primaire, donc, elle va d'abord débuter par l'évaluation des risques professionnels qui vont être consignés dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP. Donc, la prévention primaire va être donc la plus efficace puisqu'elle va reposer sur la maîtrise des risques professionnels. Et donc, elle va être la plus efficace notamment en matière de préservation de santé et de préservation de performance de l'entreprise. Alors, quelques exemples d'actions de prévention primaire, mais il y en a bien évidemment d'autres. Nous pourrons par exemple citer la mise en place d'une stratégie de prévention ou d'évaluation efficace des risques, ou l'optimisation de conditions de travail et de l'organisation, l'évaluation de la pénibilité des postes pour en réduire ou en limiter les causes. Il y a également la promotion de la santé par des actions de sensibilisation ou encore le fait de faire évoluer ses salariés tout au long de leur carrière. D'accord. Donc, lors de l'inscription de nos participants, il a été donné un petit questionnaire et vous avez été 81% à nous préciser qu'il n'y avait pas eu de mesures de prévention en fait dans l'entreprise. Alors, je voulais juste rappeler que OSTRA, le service de santé au travail, se mobilise et mobilise toutes ses équipes pour accompagner nos participants et leurs entreprises à la recherche de solutions et à l'évaluation des risques. Alors, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour pouvoir vous accompagner dans ces démarches. Donc, Christelle, là, nous avons vu ce que l'on pouvait faire en amont d'une difficulté, donc en prévention primaire, mais il y a peut-être d'autres choses à faire en prévention secondaire ou tertiaire. Alors, tout à fait, au niveau de la prévention secondaire. Donc déjà, qu'est-ce que la prévention secondaire? C'est le fait d'agir à un stade précoce de la maladie afin d'enrayer son évolution. Donc, on a déjà des prémices ou déjà des atteintes à la santé. Le but, c'est que ça ne se dégrade pas plus. Le but, c'est vraiment d'enrayer, de limiter, de circonscrire ces difficultés. Au niveau de la prévention tertiaire, donc là, on est vraiment sur de la réparation. Prévention tertiaire, c'est peut-être pas forcément le meilleur terme, puisqu'on est vraiment là sur de la difficulté de santé avérée, sur de la compensation du handicap, sur de la réparation de la santé altérée. On est sur ce qu'on appelle communément le maintien en emploi. Donc, en matière de prévention secondaire et tertiaire, il y a quelques exemples
de signaux, d'indicateurs à prendre en compte pour agir. Parce qu'en effet, le maintien en emploi, il va s'envisager tout au long du parcours professionnel. Il va être donc recommandé de pouvoir repérer en amont de tout arrêt de travail toute altération de l'état de santé du salarié ayant un retentissement sur ses capacités de travail. Donc, au sein de l'entreprise, cela peut se détecter par un taux d'absentéisme, des arrêts répétitifs ou de longue durée, des déclarations d'accidents du travail, de maladies professionnelles, l'existence, la connaissance d'une pathologie chronique ou d'un handicap, alors officialisé par exemple par une reconnaissance travailleur handicapé ou un statut équivalent, ou pas forcément. Une situation d'aidant non professionnel, de fréquentes visites en santé-travail, voilà, ce sont quelques indicateurs voilà, qui peuvent nous alerter sur le fait que nous voyons dans une situation de prévention secondaire tertiaire et qu'il va falloir agir. Alors, comment agir ? Excuse-moi, je voulais juste préciser que si je reviens un petit peu sur la prévention primaire, 16% des personnes déclarent avoir évité une absence grâce aux actions mises en œuvre par l'entreprise grâce à des aménagements horaires ou de postes. Ça, c'est aussi tiré de l'étude Candar-TNS et la prévention primaire a vraiment un intérêt. La tertiaire, on est bien d'accord que c'est lorsqu'on a une difficulté, lorsque la personne a déjà une difficulté. Tout à fait. La difficulté de santé est déjà avérée. Il y a un retentissement sur ses capacités de travail et le but, c'est de rechercher des solutions adaptées à la santé, adaptées à l'organisation de l'entreprise, aux conditions de travail pour faire en sorte que le salarié soit maintenu en emploi. Pas nécessairement sur son poste initial, mais en tout cas dans une activité professionnelle. On y reviendra un petit peu par la suite. Très bien, merci beaucoup Christelle. Donc tu voulais donner quelques exemples qui permettaient l'anticipation. Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu donnais comme chiffre, on a toujours l'impression que le retour à l'emploi ou le maintien en emploi, c'est très compliqué à mettre en place, mais parfois, ça peut être des aménagements, j'allais dire, de bon sens. Ce n'est pas forcément des aménagements qui vont être très coûteux. Ça peut être parfois des petits changements organisationnels, que ce soit au niveau des horaires de travail ou que ce soit au niveau des aménagements techniques et qui vont faire toute la différence. Dans les exemples d'actions que nous pourrions donner, le fait d'instaurer des temps d'échange avec le médecin du travail, donc entreprise et médecin du travail, pour évoquer soit des salariés qui sembleraient en difficulté de santé sur leur poste, soit pour justement aussi discuter des changements qui sont avérés au sein de l'entreprise ou discuter aussi des changements peut-être d'organisation qui sont envisagés. Ça, c'est des éléments importants à porter à la connaissance de votre médecin du travail, puisque ça va lui permettre derrière de pouvoir vous conseiller au mieux, à la fois sur les 3 types de prévention que nous avons définis tout à l'heure, mais aussi par rapport aux salariés qui pourraient être en difficulté santé-travail. Le fait aussi de mettre en place des points réguliers entre un salarié et son N+1 peut permettre justement au N+1 de détecter un salarié qui serait en difficulté santé-travail et pour lequel il faudrait commencer à réfléchir à une option de maintien en emploi. Je dis maintien en emploi puisque c'est beaucoup plus large que le maintien dans l'emploi où on entend en général derrière maintien à tout prix sur le poste. Maintien en emploi, pour nous, c'est beaucoup plus large. C'est à la fois l'aménagement du poste initial, ça peut être aussi le reclassement interne, donc sur un autre poste de travail, voire du reclassement externe quand le maintien en emploi n'est pas envisageable au sein de l'entreprise. Un autre exemple qu'on pourrait noter, c'est le fait de nommer un référent handicap au sein de l'entreprise. Donc, c'est obligatoire au-delà de 250 salariés, avec éventuellement la possibilité de mettre en place des comités de maintien ou de retour en emploi, ce qui va permettre justement de pouvoir régulièrement échanger sur les situations difficiles de santé au travail et rechercher ensemble des solutions. D'accord, donc ce référent, quelles sont ses missions exactes à ce référent au sein de l'entreprise ? Alors, elles peuvent être diverses et variées, et tout dépend effectivement de ce que l'entreprise souhaite par rapport aux missions du référent handicap.
Pour en citer quelques-unes, en général, elles ont 4 axes. Il y a à la fois l'embauche, l'insertion de travailleurs handicapés. Il peut y avoir les sensibilisations des salariés, des managers, de l'encadrement sur le handicap et comment prendre en charge effectivement un salarié en fonction du type de handicap. Il peut y avoir l'axe maintien en emploi aussi, donc rechercher des solutions d'aménagement de postes. En général, quand un référent handicap est nommé, c'est qu'il y a eu en amont une réflexion, une politique handicap menée au sein de l'entreprise, voire un accord d'entreprise ou une convention signée avec le collecteur des 6% d'emploi des travailleurs handicapés, donc AGFIP, Handiem ou autres en fonction du secteur d'activité. Et le but, c'est que le référent handicap va pouvoir dérouler cet accord en fonction des objectifs qui auront été fixés dans cet accord. Donc, voilà, les principaux axes, c'est plus l'embauche, l'insertion, le maintien en emploi, la sensibilisation et éventuellement le quatrième axe serait la sous-traitance vers le milieu protégé. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette précision. On peut citer deux autres types d'actions qui permettraient justement d'anticiper les situations de prévention, notamment tertiaires. Le fait d'informer vos salariés de la possibilité de rencontrer le médecin du travail pendant un arrêt de travail, l'intérêt de préparer le retour à l'emploi et l'utilité de la visite de pré-reprise. Alors, beaucoup diront effectivement la visite de pré-reprise, elle est à la main du salarié. Il n'y a que lui qui peut demander auprès du médecin du travail durant son arrêt de travail, quelle que soit sa durée, puisqu'il peut demander plusieurs visites de pré-reprise au cours d'un même arrêt. Le salarié, effectivement, va avoir plusieurs canaux d'information. Donc, par l'assurance maladie, et on laissera la main à Maggie tout à l'heure pour nous présenter un petit peu les possibilités d'information aussi sur la visite de pré-reprise concernant l'assurance maladie. Mais il y a aussi la possibilité que vous puissiez communiquer directement auprès de vos salariés sur cette visite de pré-reprise. Pour information, Ostra a mis à disposition des petits flyers visite de pré-reprise qui seront à votre disposition. On vous donnera les liens en fin de webinaire. Les employeurs peuvent glisser, par exemple, ce petit flyer dans les bulletins de paye si vous envoyez par courrier ou si vous remettez en main propre les fiches de paye, ou peuvent être envoyés en format dématérialisé dans les coffres-forts électroniques si c'est ce moyen qui est défini dans votre entreprise pour l'envoi des bulletins de paye. Donc, ça permet que l'entreprise puisse communiquer sur ce qu'est une visite de pré-reprise, quand est-ce qu'on la demande et quel est le but de cette visite de pré-reprise. Il y a aussi la possibilité, et là je fais le lien avec les temps d'échange qui peuvent être instaurés avec votre médecin du travail, c'est que le service de santé au travail n'a pas connaissance des arrêts de travail des salariés, puisque les arrêts de travail sont communiqués par le salarié à l'entreprise et à l'assurance maladie. Donc, pour que le service de santé au travail ait l'information d'un salarié en arrêt, ça ne peut être que soit parce que le salarié vient lui-même demander sa visite de pré-reprise, le service de santé l'organise, soit parce qu'il a eu l'information par l'assurance maladie, par des réunions d'information collective, soit par le biais peut-être d'un représentant du personnel, d'un référent handicap de l'entreprise, ou soit par le contact qu'il a pu par exemple avoir avec un service paye, un service RH ou un collègue de travail qui lui donne l'information en direct. Donc, n'hésitez pas aussi à informer Ostra des arrêts de travail. Alors, on peut parler de ceux de plus de 3 mois, mais aussi de tout arrêt de travail pour cause d'accident de travail, quelle que soit sa durée. Ça permet que nos services puissent adresser un courrier de mise à disposition au salarié concerné pour l'informer qu'il a la possibilité, à tout moment de son arrêt de travail, de pouvoir venir rencontrer le médecin du travail pour faire le point sur sa situation médico-professionnelle et voir si c'est le bon moment, médicalement parlant, pour enclencher ce retour à l'emploi, donc cette visite de pré-reprise qui permettra l'émission de recommandations écrites à destination de l'employeur notamment et du médecin de l'assurance maladie. Très bien, je te remercie beaucoup pour cet excellent exposé, Christelle. Alors, on a le retour du questionnaire qu'on a donné tout à l'heure sur les pré-reprises, et là, on a une majorité d'entreprises qui, on arrive à un 100%. Toutes les entreprises ont déjà communiqué à leurs salariés la possibilité de réaliser cette visite de pré-reprise. Et je trouve que c'est très, très bien.
Donc, on va continuer sur les dispositifs, en fait, les dispositifs, je crois qu'il en existe beaucoup, mais très très peu de personnes connaissent ces dispositifs. Euh, et on a un dispositif au sein d'Ostra, hein, si je me trompe pas, Christelle, hein, mais on a un dispositif qui est aujourd'hui bien encadré pour pouvoir faire du maintien en emploi. Oui, tout à fait. C'est essentiellement, et tous les services de santé au travail ont en leur sein une entité PDP, donc prévention de la désinsertion professionnelle, puisque le maintien en emploi fait partie des missions des services de santé au travail. Donc, on est vraiment aux côtés des employeurs pour les aider sur cette thématique-là. Donc, au sein d'Ostra, donc, il y a un service social et conseil maintien en emploi composé d'assistants sociaux et de conseillers maintien en emploi, donc de formations différentes, hein, ça peut être des ergonomes, des psychologues ou des juristes, qui permettent justement d'aider le médecin du travail dans sa mission auprès de l'entreprise pour aider à maintenir les salariés qui seraient en difficulté santé-travail. Alors, le repérage d'un salarié en difficulté santé-travail peut se faire majoritairement à l'occasion d'une visite médicale. Alors, quel que soit le type, hein, ça peut être au moment de l'embauche, au moment d'une visite occasionnelle à la demande, soit de l'employeur ou du salarié, ça peut être à l'occasion d'une visite de reprise ou lors d'une pré-reprise, où là, le salarié est déjà en arrêt de travail. Mais ça peut être également aussi ce repérage lors d'échanges avec l'entreprise, que ce soit le médecin du travail ou l'équipe pluridisciplinaire, donc le conseiller en prévention, l'infirmière ou une assistante sociale, toute l'équipe pluridisciplinaire qui peut être en contact avec l'adhérent et pour lequel l'adhérent a pu remonter peut-être les difficultés d'un de ses salariés. D'accord, donc là, on se trouve au niveau du repérage. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, on est tout à gauche de la petite frise qui s'affiche sur l'écran. Très Donc, le bien. repérage d'un Donc, salarié. Oui, pardon, excuse-moi. non, excuse-moi, une fois que le repérage a été réalisé, on va passer sur une deuxième étape. C'est ça. C'est-à-dire que le repérage va permettre d'effectuer un bilan médico-socio-professionnel avec le salarié, puisqu'on va proposer au salarié effectivement qu'il puisse être accompagné dans la recherche de solutions. Alors le salarié, bien sûr, son entreprise, hein, puisqu'il faut qu'il y ait un intérêt conjoint et une recherche de solutions conjointe. Donc, le repérage, donc, on le disait, soit à l'occasion de visite médicale, soit lors d'échanges avec l'employeur, va permettre de proposer aux salariés cet accompagnement médico-socio-professionnel. Pourquoi ce bilan complet et vraiment cette analyse un peu systémique de sa situation? C'est que si on se cantonne uniquement à la problématique santé, travail, on risque d'occulter tout le volet social. Et la personne, enfin, le salarié est avant tout une personne, donc avec un contexte social, familial, qu'il est important de pouvoir prendre en compte parce qu'il peut être générateur d'un frein qui peut empêcher la projection vers son avenir. Donc, il faut vraiment prendre en compte tous les paramètres, toute la globalité de sa situation pour pouvoir l'analyser, repérer s'il y a des freins, pouvoir traiter ces freins avant de pouvoir rechercher des solutions adaptées. Donc, ce bilan médical, donc ça va être en général le médecin du travail qui sera en lien avec le professionnel de santé, donc médecin traitant, spécialiste, rééducateur en fonction de la pathologie de la personne. Le but, ce sera d'évaluer l'état de santé, l'évolution, surtout les capacités mobilisables de la personne à se projeter soit vers un retour sur son poste, soit sur d'autres projets professionnels. Le bilan social va permettre effectivement de faire le point sur la situation administrative, sociale, financière, familiale de la personne pour voir s'il y a pareil des freins à traiter, alors soit avec les professionnels d'Ostra, soit en externe. Donc, on a tout un réseau de partenaires sur ces trois thématiques-là. Et puis on fait un bilan aussi au niveau professionnel sur le parcours de la personne, sur son projet professionnel et surtout son projet de vie, puisqu'on ne va pas travailler de la même façon si le projet de vie de la personne, c'est peut-être de suivre son conjoint qui va être muté dans le sud. Voilà, des envies de soleil, des envies de vacances. Voilà. D'accord, donc on ne regarde pas que l'aspect médical, vous regardez vraiment tous les aspects qui constituent l'individu pour pouvoir après rechercher des solutions. C'est ça.
pour justement faire l'analyse de sa situation, repérer les freins, pouvoir les traiter et seulement après, on est en capacité de pouvoir rechercher des solutions non seulement adaptées à sa santé, mais aussi à sa situation socio-professionnelle. Et cette recherche de solutions, évidemment, se fait en lien avec l'équipe pluridisciplinaire donc d'Austral, l'employeur, le collectif de travail, très important aussi, les partenaires du maintien en emploi. Donc, ça peut être un référent handicap, ça peut être un Cap emploi, ça peut être l'assurance maladie. Voilà, on est entouré d'une multitude de professionnels et ça va nous permettre de rechercher des solutions. Alors, bien sûr, on va partir du poste initial. Donc, est-il possible de l'aménager techniquement ou organisationnellement en fonction effectivement du bilan qui aura été effectué précédemment? Si ce n'est pas possible, on va étudier la possibilité de reclassement sur un autre poste au sein de l'entreprise. Si ce n'est pas envisageable pour X raisons, on va réfléchir avec le salarié sur un reclassement hors entreprise, voire des projets de reconversion, de création d'activités. Et si le maintien en emploi n'est ni envisageable dans l'entreprise ou dans une autre entreprise, on va être sur de la recherche de solutions sociales alternatives. Ça peut être mise en invalidité, prévoyance, retraite progressive, voilà, étudier un peu d'autres options. Le but de la recherche de la solution, conjointement entre services de santé, salariés, entreprises, c'est bien évidemment de pouvoir ensuite la mettre en œuvre, toujours en lien avec des partenaires. Donc, ça peut être par exemple avec la MDPH. Si on s'aperçoit que le salarié pourrait bénéficier d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pour faciliter justement la mise en œuvre d'aides financières pour mettre en œuvre la solution qu'on aura conjointement définie, on va pouvoir mobiliser la MDPH. On peut aussi mobiliser l'assurance maladie avec les dispositifs de retour à l'emploi qu'il propose. Maggie Tay nous en parlera dans un instant, ou le Cap emploi, ou les organismes de droit commun et aussi de spécifiques en handicap. On fait vraiment du maintien en emploi, que la personne soit reconnue travailleur handicapé ou pas. Il y a aussi beaucoup de dispositifs de droit commun qui nous permettent de maintenir la personne en emploi sans forcément aller mobiliser des dispositifs de la GFIP, de l'OETH, d'Andiem, donc vraiment réservés aux personnes bénéficiaires de la loi de 2005. La mise en œuvre de solutions donc, peut être accompagnée de mobilisation, comme on disait, d'aide, que ce soit au niveau technique, humaine ou financière. Donc, D'accord. plus on va travailler sur le retour à l'emploi, donc tout ça, bien évidemment, demande du temps. Donc, plus on aura détecté la situation précocement, plus on aura le temps de mettre en place toutes ces aides et plus on optimisera la possibilité de retour à l'emploi. Donc, est-ce que tu pourrais juste nous rappeler ce qu'est la MDPH, s'il te plaît? Oui, la MDPH est la Maison départementale des personnes handicapées. Vous la trouverez aussi sur la dénomination MDA, Maison de l'autonomie, qui permet de mobiliser, de faire des demandes, par exemple, de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé pour faciliter l'insertion ou le maintien en emploi des personnes bénéficiaires de la loi de 2005. Ça peut permettre aussi d'avoir accès à tous les collecteurs de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés qui ont tout un catalogue de mesures et d'aides pour maintenir en emploi les travailleurs. D'accord, merci beaucoup. Alors, il y a quelques questions qui arrivent. J'en ai déjà une, je pense qu'on y a déjà répondu, mais je pense qu'on peut quand même y répondre encore une fois pour être bien sûr d'apporter la réponse. Qui déclenche la visite de pré-reprise et quand? Le salarié va déclencher la visite de pré-reprise auprès de son service de santé au travail, puisque le salarié est en arrêt de travail, donc en suspension de contrat. Cette visite de pré-reprise est réservée uniquement aux salariés en arrêt de travail. Donc, seul le salarié, son médecin traitant ou le médecin conseil de l'assurance maladie peut la demander auprès du service de santé au travail qui l'organisera, qui déclenchera donc cette visite de pré-reprise qui restera soit confidentielle ou qui donnera lieu aux recommandations écrites dont nous parlions tout à l'heure. Très bien. Et quand est-ce qu'il peut la demander? Il y a un délai ou une durée d'arrêt de travail dans lequel il peut la demander ou il peut demander ça à n'importe quel moment? Alors, au niveau du Code du travail, il est précisé que pour les arrêts de plus de 3 mois, le salarié, à partir du moment où il va la demander auprès du service de santé au travail, nous sommes dans l'obligation de pouvoir donner cette visite de pré-reprise. Mais elle peut bien évidemment être demandée avant les 3 mois ou après les 3 mois. Tout dépendra vraiment de la situation de la personne. Parfois, il n'est pas utile de la demander trop tôt, par exemple sur un salarié où on sait qu'il va y avoir peut-être une opération,
de la rééducation, où on sait que si le salarié demande une visite de pré-reprise dès le début de son arrêt, ça permettra de faire, au médecin du travail de prendre connaissance de l'état de santé de la personne, mais ne pourra pas être émise de recommandations écrites à destination de l'employeur, puisque le retour à l'emploi ne sera pas du tout d'actualité. D'accord, merci beaucoup. J'ai une autre question qui va peut-être être en lien avec des précisions que tu vas pouvoir donner après, mais je vais quand même la poser maintenant parce que je pense que ça peut être intéressant. La pathologie chronique d'un salarié n'est pas forcément connue de l'employeur. Alors, comment peut faire l'employeur pour s'y retrouver et comment gérer ça? Et quel peut être le lien entre le médecin traitant et le médecin du travail? Alors, le médecin traitant et le médecin du travail, le lien va se faire déjà à partir du moment où le médecin du travail verra le salarié en visite, puisque au décours d'une visite médicale, quel que soit le motif, embauche, périodique ou autre, le médecin du travail, pour rendre son avis d'aptitude ou de contre-indication, va s'entourer de l'examen clinique du salarié, mais aussi de tous les examens médicaux, éventuellement courrier de soignants, en fonction de la difficulté de santé qu'il aura. Donc, à ce titre-là, le médecin du travail peut tout à fait, avec l'accord du salarié, écrire au médecin traitant s'il a besoin, par exemple, d'infos complémentaires pour rendre un avis circonstancié et donc un avis d'aptitude. Donc, c'est souvent le lien médecin du travail, médecin traitant ou rééducateur ou spécialiste se fait lors des visites médicales si le médecin estime qu'il a besoin de compléments d'informations médicales pour pouvoir rendre un avis. En ce qui concerne la pathologie chronique, l'employeur effectivement n'en a pas forcément connaissance puisque ça relève du secret médical et le salarié n'a pas l'obligation d'en informer l'employeur, d'où la possibilité effectivement d'avoir des échanges réguliers entre responsables et salariés, parce que parfois ce n'est pas forcément utile de savoir que la personne a une pathologie chronique, mais ce qu'on va pouvoir peut-être détecter, c'est que peut-être qu'il prend plus de temps pour faire certaines tâches. Voilà, peut-être que le responsable va pouvoir détecter dans ces échanges réguliers ou par le biais de collègues qui va pouvoir remonter aussi l'information en disant on a l'impression voilà qu'un tel va pas très bien. C'est parfois des petits signaux qui peuvent permettre aux responsables ou au référent handicap de l'entreprise de pouvoir aller vers le salarié pour pouvoir dire voilà, je m'inquiète, voilà ce que j'ai pu constater, est-ce qu'on peut en discuter? Ou dans le doute, l'employeur peut aussi demander une visite occasionnelle à sa demande auprès du médecin du travail, en précisant justement ce qu'il a pu constater sur les difficultés que pouvait rencontrer son salarié. Bien évidemment, l'employeur en parlera au préalable au salarié pour que le salarié sache pourquoi la visite a été demandée. Donc, ça peut être par un exemple qui peut permettre que le salarié, en tout cas, soit pris en charge, même si on ne sait pas forcément que c'est une pathologie chronique. D'accord, très bien. Alors, toujours, j'ai encore une question concernant cette visite de pré-reprise. Donc, c'est à l'initiative du salarié, mais il n'y a pas d'obligation que ce salarié demande cette visite de pré-reprise, même si il est en arrêt de travail depuis longtemps. Tout à fait. C'est à la main du salarié. Et c'est pour ça que plus on sera nombreux à communiquer sur ce qu'est une visite de pré-reprise, comment on peut la demander, à quoi elle sert surtout. Les salariés ont parfois l'impression que visite de pré-reprise égale je vais ou je dois reprendre mon travail. Ils ont tendance à l'interpréter comme le fait que le retour en emploi est imminent. Alors à ça, il y a plusieurs explications. Parfois, effectivement, les soignants, les spécialistes disent aux salariés « Oh, il y en a peut-être encore pour 1 mois ou 2 de rééducation, donc pas tout de suite, on ne va pas penser retour à l'emploi tout de suite. » Donc le salarié se dit « Bon, je ne vois pas l'intérêt effectivement de prendre ce rendez-vous de visite de pré-reprise. » Ils ont aussi parfois la méconnaissance de ce qu'est cette visite de pré-reprise. Certains salariés qu'on peut être amenés à rencontrer nous ont dit « Ah, c'est au décours effectivement d'une réunion d'information de l'assurance maladie que j'ai entendu parler de la visite de pré-reprise. » Ou d'autres nous diront effectivement « Ah, mon employeur a communiqué sur cette visite de pré-reprise. Donc, dans ma situation, je me suis dit que ça pouvait être une bonne chose pour faire le point sur ma situation et puis commencer à réfléchir dès l'arrêt sur comment je pourrais l'envisager, cette reprise. »
D'accord, donc d'où l'intérêt véritablement de communiquer et de recommuniquer auprès des salariés, C'est ça. même lorsqu'ils sont en arrêt de travail lors d'un contact potentiel, sur cette visite de pré-reprise. C'est ça. Et d'où l'intérêt aussi que vous, entreprise, vous puissiez informer OSTRA et votre service de santé au travail, si ce n'est pas OSTRA, des arrêts de travail de vos salariés, puisque aussi nous, de notre côté, on peut envoyer aux salariés un petit courrier de mise à disposition pour l'informer de ce qu'est la visite de pré-reprise et qu'on se tient à leur disposition pour les rencontrer, pour faire un peu le bilan de leur situation et voir comment on peut justement envisager par la suite le retour sur leur poste ou sur d'autres postes dans l'entreprise ou non. D'accord, je te remercie beaucoup. Alors, je t'ai coupé tout à l'heure parce que tu allais commencer à parler des aides, hein. Donc, il y avait différentes aides de droit commun ou des aides spécifiques. Ces aides, tu avais commencé à parler de la CPAM, des formations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus au niveau de ces aides-là? Alors, les aides de droit commun, effectivement, on parlait du maintien en emploi qui n'était pas obligatoirement réservé aux personnes bénéficiaires d'une reconnaissance travailleur handicapé ou d'une invalidité sécurité sociale ou d'un statut équivalent. Les aides de droit commun sont ouvertes donc à toute personne et à tout salarié, notamment pour le webinaire qui nous intéresse. On pourra citer ceux de la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, il y a l'essai encadré. Je ne vais pas revenir dessus parce que Maggie va nous le Mhm. détailler par la suite. Le temps partiel thérapeutique, qui va être un aménagement organisationnel, donc une reprise à temps partiel thérapeutique va permettre d'allier les soins et la reprise de travail. Et pour la mise en œuvre de ce temps partiel, la visite de pré-reprise est bien utile parce que ça va nous permettre de le préparer, ce retour, et que l'entreprise puisse aussi préparer la fin du remplacement du salarié, le retour du salarié en poste, sur quel type de tâche, sur quel rythme, et voir tout simplement si c'est possible et dans quel cas de figure. L'invalidité, ça peut être aussi un outil qui va permettre, par exemple, de pérenniser un temps partiel thérapeutique, puisque le temps partiel thérapeutique étant d'une durée déterminée, pour certains salariés, en fonction, bien évidemment, il y a des conditions, il y a des conditions particulières pour la mise en invalidité, mais ça va nous permettre de pouvoir réduire le temps de travail et de maintenir, par exemple, un aménagement organisationnel sans perte financière, notamment du côté du salarié. Donc, pareil, ça se prépare puisque ça va toucher à l'organisation de l'entreprise et parfois, ce n'est pas forcément évident d'être mis en place. Donc, tout ça doit être anticipé pour pouvoir faire en sorte que le salarié puisse être maintenu par ce dispositif. Les aides de droit commun, dans les aides de droit commun, on peut envisager effectivement des formations, donc les bilans de compétences, la mobilisation du compte personnel de formation ou des périodes de transition professionnelle, la validation des acquis de l'expérience sont des outils qu'on va mobiliser, notamment lorsque la reconversion ou un reclassement va être nécessaire. Soit il va être nécessaire de former la personne, la formation longue ou courte, hein, on choisira le dispositif en fonction de la solution qui sera retenue, va permettre aux salariés d'apprendre un nouveau métier qui servira l'entreprise d'origine ou qui préparera sa reconversion, sa sortie de l'entreprise et son maintien en emploi hors entreprise actuelle. Et il y a aussi des aides de droit commun, ceux de la CRAMIF, donc la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France. Et pour n'en citer qu'une, on citera les aides simplifiées. Donc, en fonction de certains secteurs d'activité, la CRAMIF peut aider les entreprises à optimiser, on parlait de prévention primaire tout à l'heure, vraiment optimiser les conditions de travail des entreprises concernées par ces secteurs d'activité. D'autres types d'aides au niveau des aides spécifiques, donc celles-ci sont réservées aux salariés bénéficiaires de la loi de 2005, c'est-à-dire reconnus travailleurs handicapés, en invalidité sécurité sociale ou allocataires adultes handicapés, ou bénéficiaires d'une incapacité permanente partielle supérieure ou égale à 10% dans le cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. C'est par exemple le cas du collecteur AGFIP, qui est l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées du secteur privé.
Ça peut être le cas d'OETH, donc obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, c'est un collecteur des 6% d'obligation d'emploi, mais pour le secteur sanitaire et social. L'équivalent pour les entreprises du médicament, c'est Andiem. Et pour la fonction publique, c'est le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique. Donc, ces collecteurs ont tout un catalogue d'aides et de mesures pour aider à maintenir en emploi un salarié. Ça peut être des financements d'aménagement de poste ou d'aménagement de véhicules. Ça peut être aussi des aménagements de prothèses auditives, des financements de prothèses auditives ou autres. Voilà, tout ce qui va permettre aux salariés d'être maintenu en emploi sur son poste initial, sur un autre poste, voire sur un reclassement, une reconversion ou une sortie du travail. D'accord, merci beaucoup. Alors après, on va parler un peu des acteurs, hein, des acteurs qui vont intervenir véritablement dans ce parcours, dans ce dispositif. Alors j'ai une question qui est liée à ces acteurs-là, c'est quel est le point de contact chez Ostra, notamment de la SSCME, du service social et de conseil en maintien dans l'emploi. Les gens vous contactent directement ou comment ça se passe? Alors, il faut bien évidemment une évaluation médicale à la base, puisque le service social conseil maintien d'emploi va travailler à partir des préconisations du médecin du travail et des contraintes médicales du salarié. Donc, le point d'entrée, ça va être votre médecin du travail. Le médecin du travail va donc faire le point sur la situation du salarié et va pouvoir évaluer s'il est nécessaire d'orienter le salarié vers notre service. Donc, s'il juge effectivement que c'est nécessaire d'orienter vers notre service, parce que le médecin du travail, en lien avec son équipe pluridisciplinaire, peut contribuer bien évidemment au quotidien à aider à maintenir en emploi des salariés, sans spécifiquement qu'il y ait orientation vers le service social et conseil maintien d'emploi, qui va lui être plutôt destiné aux situations les plus complexes en termes de maintien en emploi, situation complexe, c'est-à-dire le fait qu'un salarié va cumuler à la fois des difficultés sociales, des difficultés médicales, des difficultés professionnelles, pour lequel il va y avoir un temps d'accompagnement, un temps de mobilisation d'acteurs, d'aide, voilà, qui va être conséquent. Donc, c'est pour ça que le médecin du travail va décider d'orienter le salarié vers notre service. Ça va être une proposition faite au salarié qui sera, comme pour la visite de pré-reprise, libre d'accepter ou pas, puisque c'est à lui de faire la démarche de nous contacter. Dès qu'il nous contacte, un rendez-vous lui est donné avec l'un des professionnels, soit ergonome, psychologue ou assistant social ou autre, en fonction de la problématique relevée par le médecin du travail. Et à partir de ce moment-là, on va réaliser le bilan de la personne et ensuite prendre contact avec l'entreprise une fois qu'on saura médicalement ce que peut faire la personne et que les difficultés sociales, s'il y en a, ont été levées et qu'on aura déjà des pistes de solutions à pouvoir proposer à l'entreprise en fonction de la situation du salarié. Donc, le point d'entrée pour le service de santé au travail, c'est le médecin du travail. D'accord. Et donc, il y a, donc ça c'est une porte d'entrée, mais il y a d'autres portes d'entrée pour rentrer dans ces dispositifs? Oui, bien sûr. Et alors, donc, le service de santé au travail par le biais de son médecin du travail, la visite de pré-reprise, on en a parlé au préalable, et les accompagnements qui peuvent être mis en place au sein du service de santé au travail. Le point de contact peut être l'entreprise aussi pour un salarié. Si on parlait de référent handicap tout à l'heure, ça peut être un point de contact pour le salarié et son entreprise. Donc, le référent handicap va pouvoir effectivement aussi procéder à l'analyse de la situation de la personne, plus ou moins en lien avec le service de santé au travail en fonction de la situation. L'entreprise aussi est un point de contact dans le sens où le référent handicap peut l'être, l'employeur lui-même, puisque le salarié peut aussi prendre contact avec son employeur. Nous, on conseille vraiment aux salariés de maintenir le lien avec l'entreprise durant l'arrêt de travail pour le tenir aussi informé de l'évolution de sa situation. Est-ce que l'arrêt risque de se prolonger? Est-ce qu'il y a des modifications de l'organisation de travail? Voilà, c'est important que l'entreprise et les salariés puissent continuer à communiquer autant que faire se peut pendant l'arrêt. Mmh. Un collègue aussi peut être un point de contact d'un salarié pour l'informer par exemple de ce qu'est la visite de pré-reprise, qui peut rencontrer le médecin du travail. Comme ça met le salarié acteur
dans la boucle de la visite de pré-reprise, du médecin du travail qui évalue sa situation et éventuellement l'oriente vers notre service. Ça peut être aussi les représentants du personnel qui peuvent être un point de contact pour passer de l'information aux salariés ou faire le lien avec l'entreprise si nécessaire. La maison départementale des personnes handicapées peut être un point de contact, alors là, pour le coup, plutôt pour le salarié, par exemple, lorsqu'il souhaite bénéficier d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Alors, soit il peut faire la demande directement avec son médecin traitant, soit par le biais du médecin du travail. Il y a une procédure dite diligentée, c'est une procédure qui permet le traitement accéléré de la demande pour permettre justement de pouvoir mobiliser les aides nécessaires à son maintien en emploi le plus rapidement possible. Il faut savoir que la MDPH aussi peut être un des acteurs qu'on peut mobiliser dans le cadre de reconversion professionnelle, puisqu'ils ont des centres de reclassement professionnel, de réadaptation professionnelle, qui prévoient des formations de reconversion dans toute la France. Un autre point de contact peut être le Cap Emploi, qui est amené à accompagner les salariés, alors plutôt bénéficiaires de la loi de 2005, à la fois pour du maintien en emploi dans l'entreprise, mais aussi pour du maintien en emploi hors entreprise. En ce qui concerne les bâtiments travaux publics, il y a une structure qui s'appelle l'APAS BTP, Association paritaire d'action sociale du bâtiment et des travaux publics, qui, comme le Cap Emploi, comme le service de santé au travail, peut accompagner les salariés, mobiliser des aides justement dans le cadre du maintien en emploi. Et pour les intérimaires, nous avons le Fonds d'action sociale du travail temporaire, où il y a pareil des assistants sociaux et des possibilités de mettre en place des prestations spécifiques pour les intérimaires, dans le cadre du maintien en emploi notamment. Un autre acteur, bien évidemment, à vos côtés pendant l'arrêt de travail, c'est l'assurance maladie. Et là, je laisse la main à Maggie Tay pour vous présenter cela. D'accord. Alors, j'ai encore une dernière question, excuse-moi Christelle. Est-ce que tu as une durée moyenne à nous donner sur le traitement d'un dossier depuis le repérage d'un salarié en difficulté jusqu'à la mise en œuvre d'une solution de maintien dans l'emploi? Et bien là, je vais vous faire une réponse de Normand. C'est-à-dire que tout va dépendre de la situation du salarié, tout va dépendre des postes au sein de l'entreprise, de leurs caractéristiques, de la taille aussi de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un maintien en emploi qui, en une réunion tripartite, on va trouver la solution et il n'y aura pas forcément besoin de mobiliser des aides et des acteurs. On va pouvoir faire ça, j'allais dire, entre nous, c'est-à-dire services de santé, salariés et entreprises. Donc là, ça peut être très rapide à mettre en œuvre. Donc, j'allais dire, ça peut aller d'une journée jusqu'à plusieurs années, notamment sur les pathologies chroniques, les pathologies invalidantes, où on va réfléchir à une option, éventuellement mobiliser des aides des acteurs. La solution va être pérenne un temps et puis la situation de santé peut évoluer favorablement ou défavorablement. Et dans ces cas-là, on va réétudier, repartir à zéro, refaire un bilan complet médico-socio-professionnel pour retrouver une solution adaptée. Et voilà, j'allais dire, ça peut aller une journée à plusieurs années. D'accord, donc il n'y a pas de temps moyen au niveau de ces actions-là, mais il faut pouvoir les enclencher le plus rapidement possible. Tout à fait. Merci beaucoup Christelle pour toutes ces explications. Alors Maggie, j'ai découvert lors de la présentation qu'il y avait des dispositifs qui étaient mobilisables durant l'arrêt de travail et ça, je ne le savais pas du tout. Est-ce que tu pourrais nous les décrire ? Alors, tout d'abord, je vais commencer par présenter tous les services de l'assurance maladie qui sont mobilisés. En effet, suite au constat que plus les actions visant à prévenir le risque de désinsertion professionnelle étaient précoces et plus les chances de retour à l'emploi étaient importants, l'assurance maladie a mis en place une offre de services afin d'accompagner les assurés pendant leur arrêt de travail en leur proposant un parcours attentionné ayant pour but de les maintenir dans une dynamique professionnelle avec une issue adaptée à leur état de santé. Donc, il y a plusieurs services qui sont mobilisés. Le service social qui propose des accompagnements individuels ou collectifs. Il invite notamment les assurés en arrêt de travail de plus de 60 jours à participer à des forums sur le thème de l'employabilité et de la santé. Forum durant lequel ils pourront rencontrer tous les acteurs qui ont été, la plupart des acteurs qui ont été cités sur cette présentation. On a également le service médical qui peut être à l'origine d'une détection suite à l'étude d'une situation ou lors d'une convocation.
On a aussi les différents services de la Caisse primaire d'assurance maladie. La cellule PDP, quant à elle, elle a pour mission de statuer sur les demandes d'actions de remobilisation ou de formation qui pourront avoir lieu pendant l'arrêt. Donc, je vais vous présenter tous ces différents dispositifs qui peuvent être mis en place durant l'arrêt de travail. Donc, on a tout d'abord le bilan de compétences qui permet de faire un point sur les capacités et les motivations du salarié à définir un projet professionnel. La formation professionnelle, très majoritairement de courte durée. Pour les formations de longue durée, on préconisera plutôt le CPF de transition professionnelle. La validation des acquis de l'expérience, aussi appelée VAE, et les actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil, qui sont des actions spécifiques au handicap permettant de construire un projet professionnel et d'envisager un autre métier. On a également l'essai encadré, donc essai d'une durée de 1 à 14 jours, qui permettra au salarié de tester son ancien poste de travail, un poste aménagé ou un nouveau poste au sein de l'entreprise, et éventuellement de rechercher des pistes éventuelles pour un reclassement dans l'entreprise ou dans une autre entreprise. Justement, alors je vous propose de regarder le témoignage de Stéphanie qui a pu bénéficier d'un essai encadré. Esthéticienne depuis 27 ans, cette assurée découvre fin 2014 qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Après 1 an de traitement lourd, il apparaît qu'il lui est difficile de reprendre son emploi. Un essai encadré dans son entreprise lui est proposé pour évaluer ses capacités. Oui, au départ même, c'était même... lorsqu'on est dans un processus de maladie, il est même difficile de se projeter dans le travail. Et c'est là où Madame Petit, l'assistante sociale, m'a aidée petit à petit à prendre conscience de l'avenir. Le besoin de me rendre compte de mes capacités dans mon milieu de travail. Donc à amener ces 3 jours d'essai encadré. Très rapidement, il y a eu des difficultés dans mes capacités à tenir sur les heures, tout simplement, qui se déroulaient. Et il est prévu que je prenne une formation en septembre d'une école de naturopathie. C'est quelque chose qui demande à être vécu parce que ça apporte une clarté sur ce que l'on vit, sur ce que l'on est à ce moment-là. Et c'est ça qui est important, qui est primordial. Oui, au contraire. Je le souhaite même, voilà, de pouvoir le témoigner. C'est une belle occasion pour moi de rendre service à d'autres aussi. Ouais. Le fait de faire cet essai encadré, ça a permis de ne pas envisager la reprise qu'on a travaillé tout au long du parcours finalement. On a basé notre accompagnement sur une reprise adaptée, à temps partiel thérapeutique, sur un aménagement de poste précis, avec des aménagements techniques mais aussi d'horaires, de contraintes, etc. Mais à un moment donné, on a eu le doute, que ce soit d'un point de vue médical par le médecin du travail, que ce soit par madame qui décrivait ses douleurs, son problème de concentration, etc. Et moi-même qui voyais effectivement un petit peu la fragilité globale de la situation. Donc est venue cette idée d'essai encadré, c'était un test en fait. C'était tester l'aménagement théorique et voir s'il était compatible avec l'état de santé, l'état d'esprit de madame et de l'employeur, qui a eu aussi son rôle à jouer finalement, qui attendait son salarié à un moment donné, qui a prévu un retour, des activités, qui a mis en place un planning, une organisation. Est-ce que c'était tenable ou pas? Ces 3 jours ont permis de dire que non.
Donc, veuillez nous excuser avec le problème, on a un petit problème de connexion et donc la vidéo a dû être un petit peu saccadée. Veuillez nous en excuser d'avance. Durant cet essai encadré, tu voulais revenir dessus, Maggie, ou... Alors, comme vous avez pu le constater, en fait, l'essai encadré a permis de mettre en évidence les difficultés que cette personne allait rencontrer à la reprise du travail et a permis aussi d'envisager une reconversion professionnelle. D'accord. Alors, on a aussi entendu parler de temps partiel thérapeutique durant un moment donné, il me semble. Alors, on va évoquer le temps partiel thérapeutique par la suite, mais juste, je souhaitais revenir sur toutes les précisions à apporter pour la mise en place de ces actions qui sont mobilisables durant l'arrêt de travail. À savoir que toutes ces actions doivent intervenir pendant l'arrêt de travail sans jamais prolonger l'arrêt. L'accès à ces différents dispositifs se fait en général à la demande du salarié auprès de sa caisse primaire d'assurance maladie ou éventuellement sur proposition de la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle. En général, l'employeur est informé, sauf opposition de son salarié. Donc, toutes ces actions sont soumises à l'accord du médecin traitant. Durant ces différentes actions, les indemnités journalières seront maintenues et réglées par la caisse primaire d'assurance maladie et l'employeur, lui, n'aura aucune rémunération à effectuer. D'accord. Et voilà, si un accident de travail devait intervenir pendant l'action, la déclaration d'accident de travail sera rédigée par l'organisme de formation ou l'entreprise d'accueil et non par l'employeur. Très bien. Donc oui, l'employeur n'a pas du tout, ne rentre pas après dans toutes ces déclarations d'accident où c'est l'organisme de formation qui prend tout en charge. Tout à fait. Très bien. Donc, il y a d'autres dispositifs, là tu nous en as présenté certains, et il y a d'autres dispositifs qui, eux, sont plutôt lorsque le salarié va reprendre pour aider au maintien dans l'emploi, et donc ce sont des dispositifs à la reprise. Tout à fait, ce sont des dispositifs qui pourront être mis en place à l'issue de l'arrêt de travail. Donc, on retrouve le temps partiel thérapeutique, qui est un dispositif assez connu. Donc, pour qu'il soit mis en place, ce temps partiel thérapeutique, il doit être prescrit par le médecin du traitant, avec accord du médecin du travail et de l'employeur. Donc, comme Christelle le stipulait, on préconise une visite de pré-reprise en amont. Ça permettra au médecin du travail de statuer sur l'aménagement d'horaire et éventuellement sur les restrictions qui accompagneront cette reprise. Durant ce temps partiel thérapeutique, la rémunération sera versée par l'employeur pour la partie travaillée et par la caisse primaire pour la partie non travaillée. D'accord. Il existe donc aussi un autre dispositif, donc le contrat de rééducation professionnelle en entreprise, appelé aussi CRPE, qui est là un dispositif qui est destiné aux salariés déclarés inaptes par le médecin du travail et reconnus travailleurs handicapés par la MDPH. Donc, ce dispositif permettra aux personnes qui ne pourront pas reprendre leur emploi d'apprendre une nouvelle profession dans leur entreprise d'origine ou dans une autre entreprise par le biais d'une formation pratique et tutorée, éventuellement complétée par une formation professionnelle. À savoir qu'à l'issue de ce CRPE, le salarié a les compétences techniques et l'expérience de ce nouvel emploi. Donc, pour ce contrat, en général, c'est assimilé à un CDD renouvelable une fois avec une durée maximale de 18 mois. Et au niveau de la rémunération, elle est répartie entre l'employeur et l'assurance maladie sous forme d'indemnité journalière. Donc, c'est vraiment un dispositif qui permet aux salariés de rester dans son entreprise et d'apprendre sur son lieu de travail une nouvelle profession avec un tutorat. Très bien. Et c'est un dispositif qui est très très peu connu, ce CRPE. Malheureusement, effectivement, c'est un dispositif qui est méconnu actuellement. D'accord. Donc, il faut qu'on puisse en parler de plus en plus pour qu'il soit de plus en plus connu du coup.
Tout à fait. Alors, les flyers correspondant à ces divers dispositifs sont disponibles à l'issue du webinaire. Oui, on les a mis en dernière page du diaporama et tout le monde pourra avoir accès à ces flyers. Très bien, je te remercie beaucoup Maggie pour ces précisions. Christelle, je vais te laisser faire la conclusion parce que on arrive presque à la fin de ce webinaire. Tout à fait. Alors, en conclusion, on a vu des dispositifs de retour à l'emploi, ceux notamment du service de santé au travail, de l'assurance maladie. Il y en a encore d'autres, bien évidemment, tous ceux vraiment spécifiques au handicap, donc réservés à GFIP, OETH, HandiM, FIPHS, FP. Voilà, on ne les a pas détaillés lors de ce webinaire-là, mais effectivement, ce sont aussi d'autres dispositifs qui existent. Il est donc vraiment nécessaire d'avoir une collaboration la plus précoce possible et pluridisciplinaire pour vraiment préserver la santé des travailleurs et de leur entreprise. Et avant de mobiliser un dispositif en particulier, il est vraiment indispensable que la situation du salarié de son entreprise soit étudiée dans sa globalité. Donc, ne restez pas seul. Vous avez votre service de santé au travail, vous avez la cellule PDP de l'assurance maladie, vous aurez nos contacts en fin de diaporama. Donc, n'hésitez pas. La moindre question, la moindre interrogation, voilà, vous avez des points de contact et ça permettra de vous réaiguiller en fonction des différentes problématiques que vous pouvez être amené à rencontrer en matière de maintien en emploi. Donc, vous l'aurez compris, le maintien en emploi, c'est d'abord un salarié acteur, puisque s'il est en arrêt et qu'il ne souhaite pas réaliser cette visite de pré-reprise, donc vous avez toujours, vous, la possibilité d'informer votre service de santé pour qu'il y ait ce courrier de mise à disposition. Mettons que le salarié soit acteur, il faut pouvoir lui proposer un accompagnement qui va le responsabiliser. Le but, c'est de lui donner des ordonnances d'action pour préserver le côté acteur, pour le redynamiser. Il faut aussi une coopération médecin du travail, spécialiste du maintien en emploi, entreprise. On ne peut rien faire tout seul dans notre coin. On a besoin les uns des autres et à plusieurs cerveaux, on est bien plus efficace et bien plus pertinent. Et une interdisciplinarité avec les partenaires institutionnels et de l'entreprise. Donc, le maintien en emploi, on l'a vu, c'est la prévention tertiaire, problèmes de santé déjà avérés, réparation, compensation du handicap. Ce n'est pas très efficace en termes de prévention. Donc, il faut vraiment que cette prévention tertiaire, donc on intervient pour un individu dans une situation donnée pour trouver une solution. Le but de cette prévention, c'est de pouvoir en faire quelque chose de positif déjà pour le salarié, mais aussi pour l'entreprise, pour l'ensemble des collaborateurs. C'est-à-dire que c'est vraiment l'occasion d'initier des actions de prévention primaire pour ainsi préserver la santé des travailleurs et la performance de l'entreprise. Voilà ce que je pourrais dire en mot de la fin, Mathieu. Très bien, je te remercie beaucoup. Donc, on arrive vraiment à la fin de ce webinaire. Donc, merci Christelle, merci Maggie pour vos éclaircissements et vos réponses qui, j'espère, ont permis d'y voir un peu plus clair et répondu aux attentes de nos participants. Nous sommes conscients que toutes les questions n'ont pas pu être évoquées, mais nos invités vont pouvoir y répondre et leurs commentaires vous seront transmis à la suite de ce webinaire. De plus, si vous avez des questions particulières à poser, soit à Christelle, soit à Maggie, vous pourrez les contacter via leur adresse mail que vous voyez au niveau de cette diapositive. Et vous retrouverez aussi tous les documents qui sont mis à disposition. Vous aurez tous les liens afin de retrouver les flyers dont parlait Maggie, afin de retrouver la plaquette qui explique la pré-reprise si vous souhaitez l'envoyer à vos salariés avec la fiche de paye, par exemple. Enfin, un questionnaire vous sera envoyé à l'issue de ce webinaire pour connaître votre avis sur ce webinaire et connaître également quels sont les sujets que vous souhaitez voir abordés. Avant de se quitter, je tiens à remercier Amandine qui a su assurer la technique avec une main de maître et Diane pour avoir synthétisé toutes vos questions et animé le forum. Je vous remercie de votre présence et j'espère vous revoir très prochainement concernant un autre sujet.